Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 mars, jour J pour la réforme des retraites, vote ou 49.3. Emmanuel Macron menace de dissolution, ils sont en ce moment même en train de compter, de faire leur compte pour voir si la loi peut passer. Quel avenir pour la contestation, beaucoup de sujets et puis l'état de l'opinion avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, directeur général de l'IFOP, votre dernier livre La fracture est publié et paru aux éditions Les Arènes. Nous avons également Clément Tougeron qui est avec nous, analyste politique communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour à vous. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Et bonjour Jacques Miard, maire LR de Maison. Ah, il n'est pas là, Jacques Miard, maire LR de Maison-Lafitte. Ah ben vous voyez pas, voilà, maire LR de Maison-Lafitte. Vous n'êtes pas dans les murs, c'est ça qui est dommage. Bah oui, mais Maison-Lafitte, c'est carrément la province maintenant avec la circulation. Non, c'est toi qui en partant à 4h30 du matin, il était largement là. Vous auriez pu faire un effort quand même, Jacques, et venir effectivement à 4h30 du matin, vous étiez sûr d'arriver. J'enchaîne les rendez-vous, mais bien sûr, je ne saurais rater le vôtre. C'est très gentil, on est ravis de vous avoir avec nous, cher Jacques. Alors on va commencer notre tour de table quotidien. On va commencer avec vous, Frédéric Dabi. Le 16 mars est une date importante, paraît-il, dans l'histoire politique française. Oui, parce que, alors déjà, premièrement, c'est difficile de trouver des sujets dans un contexte qui est écrasé par cette réforme des retraites et par la question de l'inflation. On aurait pu parler du poulet à 31 €, du hashtag poulet 31 €, ce qui n'est pas un hashtag drôle. C'est peut-être une journée historique si cette loi n'est pas votée. Et en faisant appel à ma mémoire politique, qui est ma passion, il y a quelques 16 mars qui ont été célèbres. Le 16 mars 81, c'est la fameuse émission Carte sur table avec Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, où François Mitterrand, en toute fin d'émission, dit très fermement « Je n'appliquerai pas la peine de mort, j'abolirai la peine de mort ». Et cette déclaration, où, entre parenthèses, les proches du candidat avaient, entre guillemets, sauté sur Jean-Pierre Elkabbach pour lui hurler dessus, sur le mode « Vous avez fait exprès de poser cette question en fin d'émission pour le faire perdre face à Giscard », parce que les Français étaient très majoritairement favorables à la peine de mort. Cette déclaration, c'est le symbole, et on est dans notre actualité, de politiques qui ne suivraient pas l'opinion, qui n'écouteraient pas les sondages et qui feraient appel à leurs propres convictions. C'est un argument qui a parfois été mobilisé par des macronistes pour dire non, cette réforme est impopulaire, mais il faut la faire. 16 mars 86, je pense que Jacques Miard s'en souvient, c'est un moment également historique, c'est la seule élection à un tour législative en France, puisque c'était la proportionnelle, et c'est celle qui annonce la cohabitation et qui fait que on change un peu de système dans la Ve République, puisqu'il y aura deux autres cohabitations en 93 et en 97, et puis plus récemment, et j'en aurais fini avec ce cours d'histoire, alors que je ne suis pas professeur d'histoire contrairement à Kevin Bossuet, 16 mars 2020, on est au lendemain des élections municipales, Emmanuel Macron prend la parole pour annoncer le confinement, sans prononcer le mot confinement. C'est le lendemain que son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, assez clairement, assez courageusement dit « Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous ». Chacun ici, chaque auditeur, à mon avis, se souvient de ce qu'il faisait ce 16 mars en fin de soirée ou en début de soirée, lorsque on a pris conscience, et n'oublions pas, on l'avait vu dans les enquêtes IFOP Fiducial pour Sud Radio, à quel point les Français, encore un jour avant, jusqu'au même 14 mars, ne s'attendaient pas à être confinés. C'était bon pour la Lombardie, qui avait un mauvais système hospitalier, SIC, c'était pas bon pour le pays. Donc le 16 mars, c'est une date importante, donc on va voir si l'astrologie se précise et confirme l'importance de cette date. On continue, Kevin Bossuet, vous, c'est un coup de cœur, un soutien pour une femme courageuse. Oui, un coup de cœur pour Florence Bergeau-Blaclair, qui est une anthropologue au CNRS, qui vient de sortir un ouvrage remarquable qui a pour titre Le frérisme et ses réseaux, au sein duquel elle met en avant le fait, finalement, que les frères musulmans sont en train de progresser en Europe. Elle met en avant le fonctionnement stratégique et idéologique des frères musulmans, et surtout, elle insiste sur le fait que les frères musulmans pratiquent l'entrisme au sein de nos institutions européennes et sont financés notamment par différentes associations qui se disent antiracistes ou droits de l'hommisme. Donc c'est un travail
travail remarquable et évidemment, cette chercheuse au CNRS est victime de cyberharcèlement, est victime d'attaques dégueulasses. On la traite de nazie. Il y a un article qui est sorti sur le blog de Mediapart comme quoi elle est insultée, elle est traitée de nazie. On dit qu'elle est raciste, on dit qu'elle est islamophobe. Moi, ça fait un peu peur. Ça me fait peur puisque ça remet en cause finalement la liberté académique, la liberté des chercheurs. Comment voulez-vous que des chercheurs se lancent dans ce genre de travaux avec ces pressions? Comment voulez-vous que cette chercheuse forme des étudiants? Et surtout, où sont les soutiens? Il n'y a pratiquement aucun soutien médiatique, il n'y a pratiquement aucun soutien au sein de la communauté des chercheurs. Et d'ailleurs, elle est menacée de mort puisqu'une plainte va être déposée. Donc il faut encore le rappeler, il faut lutter contre l'islamisme, c'est quelque chose de très très important. Il ne s'agit pas de taper sur les musulmans, il s'agit de taper sur ceux qui utilisent la religion à des fins politiques. Donc bravo à cette chercheuse et heureusement qu'on a des gens comme elle qui mettent en avant les problèmes qui traversent notre société. Mais elle est victime effectivement d'une campagne, d'un raid assez effrayant où on essaye de l'éliminer, de la faire taire. Hein. Il y a quelqu'un d'aussi prestigieux que Alain Grèche, qui est quelqu'un de très controversé, qui a fait un papier sur Orient XXI qui s'appelle Islamophobie, le complotisme d'atmosphère de Florence Bergeaud-Blaquier. Là, je n'ai pas lu son ouvrage, mais j'ai confiance en Kevin sur le côté sérieux de ce livre. Et c'est vrai que délégitimer la personne, non pas pour ce qu'elle a écrit, mais pour le sujet qu'elle a choisi, ça en dit long, et c'est bien sûr retweeté par Rafik Chekhat qui est sur l'islamophobie, etc. Et à lire son entretien sur le Figaro Vox où elle explique comment l'Union européenne, finance des associations islamistes à hauteur de dizaines de millions d'euros. Et je vous encourage à lire son livre et ses précédents livres qui étaient fort intéressants. Quel est le titre du livre, le titre, ça s'appelle Le frérisme et ses réseaux. C'est aux éditions Odile Jacob. Et elle avait publié également une grande enquête très intéressante sur le halal. Le business du halal, c'est une chercheuse remarquable et effectivement, vous avez raison de la soutenir. Clément Tougeron, vous, c'est un coup de cœur? Un coup de cœur et en même temps un coup de gueule sur le sujet, mais un coup de cœur sur Lorraine de Fouché qui a fait paraître dans une triple enquête dans Le Monde il y a récemment, une enquête sur la pédopornographie, mais plus précisément le live streaming sur les jeunes enfants. Elle a travaillé énormément sur quelque chose qui s'est développé depuis 2012 et qui a explosé avec le confinement, puisque des familles du monde entier, mais particulièrement en Asie et aux Philippines, répondent à des appels vidéo de personnes principalement en Europe et aux États-Unis et qui ordonnent à ces personnes de faire des pratiques sexuelles infâmes sur des enfants. Et donc, à 41%, ce sont les parents qui le font, 42%, ce sont les proches des enfants. Et donc, finalement, c'est du viol par Internet et donc par caméra interposée. À cela se dégagent deux choses. La première, c'est que pour ces parents, pour ces familles, ce qu'ils disent, c'est que c'est leur seul moyen de survivre, de gagner de l'argent. Et en même temps, ça permet aux personnes qui demandent ce genre de pratique, de se dire, non mais ça n'est pas moi, ce n'est pas moi qui pratique le viol, je ne suis qu'un spectateur, ça n'est pas vraiment de mon fait. En France, il y a un organisme qui s'occupe de regarder ce genre de pratiques et de condamner, c'est l'Office central des répressions des violences aux personnes. Ils sont actuellement en train d'instruire une 50aine de dossiers en France et il y en a 300 en attente. Et il y a un rapport qui va bientôt sortir, puisqu'un pré-rapport est sorti par Mama Fatima Singhateh, qui est la rapporteure spéciale de l'ONU, qui se préoccupe de ces pratiques qui deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus graves, puisqu'on va de plus en plus loin, puisque ça conjugue à la fois viol, inceste, etc. Elle souligne un manque de moyens et un manque de juridiction spécialisée sur le sujet. C'est assez effrayant à lire dans les justifications sont absolument effrayantes. La mère Thénardier, lorsqu'on demandait dans le livre, dans Les Misérables, pourquoi faire travailler Cosette, parce qu'elle a son travail pour vivre. Voilà, on est sur une autre logique encore pire. Allez, on marque une pause, Jacques Miard, et vous aurez la parole. Vous aurez plein de temps, plus de temps pour votre coup de cœur. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Et nous sommes ensemble et avec Jacques Miard. On ne vous a pas entendu, c'est un coup de gueule, pardon, ce n'était pas un coup de cœur. Jacques Miard ? Oui, en effet. Ouais. Alors c'est un coup de gueule contre la Cour des comptes qui est dans l'optique technocratique qu'on lui connaît bien. C'est-à-dire qu'elle estime qu'il y a trop de communes en France, oubliant tout en reconnaissant qu'effectivement les Français sont attachés à leurs communes. Mais en réalité, elle fait de la comptabilité un peu aveugle, car elle croit que bien évidemment ça coûte cher, etc. Or, contrairement à ce que l'on peut penser, les petites communes qui sont souvent, je dirais, dans des associations de communautés de communes ne coûtent rien. Oui. Mais en revanche, vous avez un maire qui est là et qui parfois, dans des petites communes de 300-400 habitants, veille au grain. Et quand il y a un problème, remonte les messages vers les communautés d'agglo, vers les préfets, etc. Et donc, la vision de la Cour des comptes est une vision totalement technocratique et qui ne tient pas compte que le maire, qui est dans une commune et qui doit perdurer, c'est le premier guichet de l'administration avec un grand A. C'est lui auquel on s'adresse, quels que soient les emmerdements que nos concitoyens rencontrent. De plus, dans les petites communes, il faut bien voir une chose, c'est que le maire, il met la main à la pâte. Il est capable de prendre une pelle dans les communes rurales pour déboucher une canalisation et surtout, il ne coûte rien. Mais en revanche, il est là et il est effectivement officier de police judiciaire dans sa commune et il peut relever un certain nombre d'infractions. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la Cour des comptes, elle tombe, je dirais, dans cette espèce de prurie technocratique où il faut réduire, il faut aussi... En réalité, la Cour des comptes devrait mieux s'attacher, je dirais, aux grandes régions qui sont un scandale, qui entretiennent des quasi-ambassades à Bruxelles alors que ce n'est pas dans leurs compétences, et qui sont des Junkers et qui balkanisent, je dirais, l'organisation territoriale. S'il y a une réforme à faire, c'est effectivement revenir à des départements à taille humaine avec des communes, bien sûr des regroupements de communes qui peuvent se faire volontairement, mais il faut cesser de voir, je dirais, l'organisation territoriale de la France du haut d'une technocratie mal pensée et qui ne comprend rien à rien de ce qu'est la réalité humaine. Mais Clément Tougeron disait, ce sont des banquiers, hein, la Cour des comptes, donc c'est... Non. C'est ce que vous avez dit, vous avez dit ce sont des banquiers. Non, je plaisantais. Non, au contraire, je crois que la Cour des comptes est un organe essentiel pour notre pays. Au contraire, je trouve que la Cour des comptes, ce sont des personnes extrêmement professionnelles qui regardent avec attention chaque sujet pendant des mois et des mois. Et donc voilà. Il sort les rames, là. Non, mais à quoi elle sert, la Cour des comptes? C'est la question qu'on pose. Il y a des rapports. Non, on peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. La Cour des comptes elle regarde et puis il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire qu'elle peut se tromper une fois sur deux. Ça dit une bonne moitié. La Cour des comptes, c'est l'un des deux organes les plus importants de notre pays, de contrôle, de conseil, d'audit. Ils ont 5 missions sur lesquelles ils accompagnent les politiques publiques, mais ils sont aussi ils sont aussi des capteurs importants pour les politiques publiques. On voit notamment c'est quand même assez amusant parce que les LR, il y a 3 semaines, disaient oui, on n'a pas eu le rapport du conseil de la Cour des comptes, on l'a eu trop tard, etc. C'est pas normal. Et en même temps, dans un autre temps, il faudrait supprimer la Cour des comptes. Enfin, à chaque fois, la Cour des comptes, c'est une variable d'ajustement. Je suis pas d'accord. La Cour des comptes a un rôle essentiel dans notre pays. Elle produit des rapports extrêmement essentiels pour améliorer la situation. Non, je ne dis pas que Jacques Miard l'a dit. J'ai dit les LR. Alors, moi, je dirais que quand je regarde les enquêtes d'opinion, les Français suivent largement Jacques Miard, mais pas complètement. Largement, bien sûr, sur l'attachement à la commune. C'est vraiment l'échelon de référence. Alors, c'est vrai que c'est notre histoire. Combien y a-t-il de communes de plus de 10 000 habitants en France? Il y en a à peine 1000. 1000. Alors, il y a eu beaucoup de fusions de communes, mais le tissu communal français, c'est d'abord des villages et des petites communes. En revanche, là où les Français ne sont pas sur la ligne de Jacques Miard, mais si je l'ai bien compris, c'est ses critiques sur les grandes régions. Clairement, je suis frappé de voir que depuis cette réforme François Hollande-Manuel Valls, le fait régional s'est imposé.
chez les Français. Alors, il y a quelques régions qui sont peut-être un petit peu compliquées. Grand Est avec les particularités alsaciennes. Cette région nouvelle Aquitaine où vous êtes dans la même région de Niort à Biarritz, il y a quand même un problème d'homogénéité, de continuité territoriale. En dehors de ça, quand on demande aux Français quelle est la région, quel est l'échelon territorial de trop, et ben il ne cite plus du tout la région, il cite souvent le département. À tort ou à raison, mais c'est comme ça. Bon, on va avancer. Frédéric, il faut prendre en compte ce que ces grandes régions, c'est la balkanisation, et ça rejoint les analyses de Fourquet de la rupture. Aujourd'hui, les Français ne connaissent pas, je dirais, les gens qui sont à la tête de la région. Si, le fait régional, en plus, les incarnations sont fortes, Jacques. On ne peut pas dire ça. C'est parfois contraire à celle de l'aménagement du territoire. Ouais. Un mot sur les poubelles, parce que c'est lié à c'est lié à la réforme des retraites. Vous avez peut-être vu cette lettre qui a circulé, la lettre qu'Anne Hidalgo a envoyée au préfet de police en disant j'ai conscience, comme de très nombreux maires, des désagréments causés par la crise actuelle. En gros, la situation que vous évoquez est entièrement imputable à la volonté du gouvernement de légiférer pour reculer l'âge légal de la retraite. Tiens, justement, vous qui êtes maire, Jacques Miard, est-ce que vous trouvez normal qu'un maire fasse cela? Est-ce qu'un maire devrait dire cela? Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un problème de santé publique qui risque de se poser. Parce que, surtout à Paris, on a des différences entre des arrondissements où c'est ramassé et d'autres où ça ne l'est pas. Non, mais... Heureusement, à Maison Lafitte et dans la communauté d'agglomération à laquelle j'appartiens, le système fonctionne. Mais ça peut poser des problèmes. Et je trouve qu'effectivement, Hidalgo, de ce côté-là, renvoie facilement aussi une obligation qui lui incombe, à savoir qu'elle est là aussi pour assurer la sécurité publique de ses concitoyens. Et quand on dit sécurité publique, c'est aussi la santé. Donc je crois qu'elle fait une faute. Parce qu'elle dit, il est paradoxal que l'État demande aux collectivités territoriales de régler un problème qu'il a lui-même créé, alors que la réquisition est de droit une compétence de l'État, ce que va faire le préfet d'ailleurs. On est d'accord. Oui. C'est pas un problème juridique, c'est un problème, je dirais, d'efficacité dans la rue. Bien sûr. Oui. Non, mais Kevin, Madame Hidalgo agit comme une petite militante politique de bas étage et non pas comme une élue de la République. Elle doit quand même s'occuper des problèmes sanitaires qui touchent aujourd'hui les Parisiens, parce qu'il y a un véritable problème. Et la vérité, c'est qu'elle fait ça contre le gouvernement. Elle ne peut pas piffrer Monsieur Macron. Et d'ailleurs, en 2016, lorsqu'il y avait une grève des éboueurs, elle avait fait le nécessaire, en effet, pour que les ordures soient ramassées. Donc, à un moment, je crois que tout le monde en a marre de notre drame de Paris et qu'il est temps qu'elle rende l'appareil, parce qu'on a besoin de renouvellement dans notre capitale. En parlant de Paris, juste un peu très rapide, il a été annoncé que Notre-Dame de Paris allait rouvrir à la fin de l'année 2024. Donc les engagements sont tenus. Les engagements sont tenus. Au-delà des engagements, c'est surtout le fait que Notre-Dame réouvre. Je pense que c'est un lieu extrêmement important, tant pour les fidèles, mais aussi pour les touristes. C'est un lieu important pour la capitale, pour la France en général, et je pense qu'on peut s'en réjouir. Et donc voilà. Enfin, un truc positif qui touche Paris, c'est incroyable. C'est Anne Hidalgo, elle est allée la nuit faire du béton, faire de la pierre. La reconstruction de la cathédrale, c'est une affaire de l'État. Il ne faut jamais l'oublier. On va marquer une petite pause et puis on va s'attaquer à la réforme des retraites et au vote, surtout au vote ou 49.3. Et puis Frédéric Dabi va nous parler des conséquences justement sur les uns et les autres de cette réforme des retraites. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, et donc suspense, en ce moment même, il est en train de se décider à l'Élysée si ce sera le 49.3 ou le vote. Peut-être préciser, Frédéric Dabi, parce que j'ai eu la question ce matin d'une auditrice qui me dit, je comprends pas bien, si le vote, s'ils choisissent le vote et que la loi n'est pas votée, est-ce qu'ils peuvent sortir le 49.3 à ce moment-là? Ah non, je pense pas. Je suis constitutionnaliste, mais c'est... Non. Déjà, il faut voir quelque chose. Peut-être que Jacques Miard le sait. Voilà, peut-être Jacques est meilleur connaisseur, mais quittons la Constitution, parlons de l'opinion. Je suis frappé de voir la mutation ou le renversement du regard des Français sur le 49.3. Michel Rocard l'utilise 28 fois. C'est un Premier ministre
archi populaire, qui, comme Elisabeth Borne, n'a pas de majorité. Alors lui, il lui manquait 9-11 voix, il pouvait parfois toper avec le PC, parfois toper avec l'Union centriste, qui était une excroissance de l'UDF de l'époque, mais ça ne lui était pas reproché. Depuis l'époque Hollande-Valls, le 49-3, c'est vu comme un acte. À tort ou à raison, mais c'est comme ça, antidémocratique, brutal, et un acte d'autorité et d'autoritarisme, et c'est systématiquement central dans les critiques à l'égard des gouvernants. Quand on regarde l'image qualitative des Borne, le 49-3 a complètement détruit son image personnelle qui était en construction lors de la période de l'automne. Et dans une enquête IFOP JDD publiée ce matin sur le site du Journal du Dimanche, on voit que 78% des Français considèrent que le recours au 49-3 aurait été injustifié, alors que c'était complètement légitime. Mais ça veut dire quoi ? Il y a un auditeur il y a quelques jours qui disait qu'il y a une dramatisation autour du 49-3. Oui, parce que déjà c'est une réforme rejetée extrêmement fortement, même si dans notre balise IFOP Fiducial pour Sud Radio, on voit à quel point entre intériorisation et résignation, les Français sont maintenant 74% à dire la loi sera votée et appliqué. C'est un coin terrible pour la vigueur du mouvement social. En dehors de ça, le 49-3 est complètement rejeté et délégitimé. Jacques Méhard, Jacques, sur cette question où j'arrive pas à avoir la réponse, s'il y a vote et que la loi n'est pas votée, il y a quoi ? Il y a une deuxième lecture ? Attendez, si la loi n'est pas votée, on repart pour quelque chose d'autre, c'est clair. Mais le 49.3 doit venir préalablement au vote. C'est-à-dire qu'il bloque. Et lorsque Nicolas Sarkozy a proposé sa réforme des institutions, j'avais fait une note. Il y avait 13 points, il y a 3 avec lesquels j'étais en accord, notamment sur le Parlement qui se prononce sur les opérations militaires. Et en revanche, j'avais dit sur le 49.3, attention, tu es en train de faire une connerie. Et à mon avis, effectivement, il a voulu faire, je dirais, il pensait qu'en réalité, le président de la République aurait toujours une majorité, ce qui n'est pas le cas, ce qui était le cas avec Rocard. Et donc, je suis d'accord avec Frédéric, c'est que le 49.3 s'est dévoyé en quelque chose d'antidémocratique. Mais le problème, c'est que pourquoi il y a eu un 49.3 avec Rocard qui l'a utilisé, c'est qu'il faut gouverner le pays. Et qu'il y a un moment, quand sa majorité flagelle, il faut la rassembler. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le problème n'est pas du 49.3, c'est pour ou contre Macron. Et c'est ce que j'ai dit, moi, à Éric Ciotti, j'ai dit faites attention, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel rejet dans le peuple, chez les Français, d'Emmanuel Macron, qui dépasse bien sûr Madame Borne, qui a fait un travail, je dirais, commandé. Mais en réalité, c'est pour ou contre Macron aujourd'hui, point barre. Donc vous auriez voté ou pas la loi Mais non, mais moi je dis que c'était... Comment voulez-vous qu'on prépare une réforme dont on s'aperçoit dont la rédaction a été bâclée, y compris des journalistes, notamment qui sont, je dirais, plutôt favorables au gouvernement, ou du moins qui justifiaient un certain nombre d'actions de la part d'Emmanuel Macron. On dit, et on l'a vu, sur ces histoires des 1 200 € que toucheraient toutes les personnes. On annonce 2 millions de personnes et après on termine à 10 000. Mais on se fout de la gueule des Français. Absolument. Et donc il y a un problème, dans toute réforme, il y a un problème d'agenda. Est-ce que c'est le bon moment ? Les Français sont inquiets sur l'inflation, les Français sont inquiets sur leur chômage, les Français sont inquiets sur la situation internationale et on en a rajouté. Donc à mon avis, il fallait attendre un peu et attendre à un moment où, je dirais, la sérénité de la nation serait à nouveau acquise, ce qui n'est pas le cas. Donc là, à mon avis, on va vers un échec en tout état de cause. Oui. Qui veut... Oui, non, mais je suis d'accord avec Jacques Méhard. Moi, je suis plutôt favorable au fait qu'il faille travailler plus longtemps. Mais il est vrai que la communication du gouvernement a été désastreuse. Au départ, on nous a raconté qu'il fallait faire cette réforme pour dégager de l'argent afin de financer l'éducation ou la santé, ce qui n'a strictement aucun sens, puisqu'un système des retraites est là pour s'auto-financer. Après, on nous a raconté que c'était une réforme de justice sociale, sauf qu'on a vu que les
les inégalités étaient accrues entre les hommes et les femmes, entre ceux qui ont commencé à travailler tôt et les autres, donc ça ne tenait pas debout. Et à la fin, on nous a dit que c'était pour faire des économies budgétaires, sauf qu'on a tellement fait de concessions aux Républicains que bientôt la réforme va nous coûter plus cher que si on ne l'avait pas réalisée. Et dernier point que j'aimerais dire quand même à Jacques Miard, certes, cette réforme est rejetée dans l'opinion publique, mais Éric Ciotti joue aussi la cohérence du parti. Il est évident que cette réforme, c'est d'abord et avant tout la réforme que les Républicains portent depuis très très longtemps, et je ne comprends pas que certains députés, les Républicains, ne la votent pas. Il y a une forme d'incohérence, et à un moment donné, être dirigé, enfin être un grand dirigeant, c'est aussi aller dans le sens de l'intérêt général et pas forcément regarder les sondages. Oui, mais on va pas... Il y a quand même un problème. Oui, juste un point complémentaire. Il manque quelque chose dans cette réforme, c'est des relances en faveur des classes moyennes pour l'action natalité. C'est-à-dire, ça manque. Qu'on le veuille ou non, il nous manque 70 000 enfants aujourd'hui dans la démographie. Le sujet aujourd'hui, on ne va pas refaire les erreurs, on le fait depuis quelques mois du gouvernement. Là, c'est la politique, j'ai envie de dire, la politique politicienne, ou enfin la politique qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui va se passer sur le plan politique. Et en tout cas, on est vraiment à un tournant du quinquennat, parce qu'on est vraiment sur un quinquennat qui n'est pas mort-né, bien sûr, mais qui n'a jamais vraiment démarré. Victoire très nette, il faut le dire, y compris aux auditeurs de Sud Radio, d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, qui surclasse Marine Le Pen de 5 millions de voix. Et puis ce semi-échec, cette semi-victoire aux élections législatives. Un gouvernement qui déçoit par sa composition, sans donner de nom, mettre à la tête de ministères incluant les thématiques au cœur des plus grandes inquiétudes des Français: solidarité, handicap, grand âge, éducation, santé, des personnes estimables, je ne les cite pas, mais qui n'incarnent pas. En politique, il faut incarner, il n'y a pas que des mesures comptables, il faut que le ministre puisse donner un souffle. Il y a eu ce soupçon d'inaction qui a été associé à Emmanuel Macron, alors que pendant tout le quinquennat, y compris chez ceux qui le critiquaient, on considérait qu'il faisait des choses pour le pays. Donc cette réforme, c'est d'un côté une arme d'exclusion massive à la critique d'inaction, parce que si elle passe et si elle est appliquée, ça serait une réforme extrêmement forte, mais elle va rajouter, si je puis dire, de la rancœur sur le chagrin. Il y a toujours ce sujet que je trouve énorme du pouvoir d'achat, de l'inflation, dont les Français nous parlent systématiquement, plus que la question du travail et la réforme des retraites. Et donc voilà, on se souvient, on disait que ça se payerait à des élections futures. On est en plus dans un contexte où on est dans un cycle électoral relativement désertique. Les européennes en 2024, c'est une élection à part, rien en 2025. Les municipales, c'est 2026. C'est jamais bon lorsqu'il y a ce climat que je trouve électrique. Dans les enquêtes pour Sud Radio, on voit que le sentiment, le risque d'explosion sociale, le sentiment de colère est un peu moins fort qu'au moment des Gilets jaunes, mais est quand même extrêmement fort. Donc on est vraiment, je pense, sur un tournant aujourd'hui sur le vote de cette loi. Clément Tougeron. Oui, en effet, on est sur un tournant pour le quinquennat, qu'elle passe ou non, parce que le président de la République, comme l'a rappelé Frédéric, de toute façon a été élu et largement élu. Quand on regarde une autre enquête qui a été faite hier par Harris Interactive, si l'Assemblée nationale était dissoute demain, l'Assemblée ne bougerait pas. Il y aurait les mêmes résultats, peu ou prou, avec quelques pertes un peu sur la majorité, mais pas non plus zéro, etc. Donc finalement, la réalité, c'est que la figure du président de la République cristallise un certain nombre d'oppositions qui font que, il y a un front social sur les retraites. Que la réforme passe ou non, il y a une cassure, puisque le président de la République et son gouvernement on l'a eu par exemple sur cette rengaine de 49.3, même si le gouvernement nous dit qu'il n'a jamais été pensé comme utile pour la réforme. Donc, de fait, une grande partie de la population trouve que le gouvernement n'agit pas dans l'intérêt du pays ou agit d'une façon antidémocratique, ce qui, je trouve, n'est pas vrai, parce que je crois que le 49.3 reste dans notre Constitution, ça reste un outil démocratique, et le 49.3 est utilisé après des débats, mais ce qu'il faut souligner, c'est que les Français estiment que aujourd'hui,
à travers les élections, malgré des élections qui ont été faites, eh bien, les résultats ne sont pas là. Vous dites qu'il n'y a pas d'élections réelles, en effet. Il y en a, bien sûr, il y a les sénatoriales. Mais quand il y a beaucoup d'élections, les Français ne se déplacent pas. Je pense qu'il y a un mal-être et un malaise démocratique qui est énorme et qui n'est pas juste la figure d'Emmanuel Macron ou et pour ou contre les Républicains, pour ou contre la réforme des retraites, mais c'est que on ne reconnaît plus dans le pouvoir sa capacité à gouverner et en même temps, on ne souhaite pas se mobiliser pour changer la démocratie pour reconnaître à la démocratie son propre rôle. Donc là, il y a un paradoxe qui est un petit peu compliqué. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il a adopté le mépris comme méthode. Les gens ont l'impression que finalement, on remet en cause leur dignité et qu'on leur ment sans arrêt. L'affaire sur les 1 200 €, c'était dramatique. Parce que les gens, en effet, ont cru qu'il y avait une pension minimale. Ils se sont rendus compte que personne n'allait la toucher. Donc au mieux, c'était de l'incompétence. Au pire, c'était un mensonge incroyable. Et surtout, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Là, on annonce une augmentation de 25% dans les mois qui viennent des produits alimentaires. Une école de la République qui fonctionne extrêmement mal, où des parents se disent, finalement, mettre mon enfant à l'école, avant je pensais qu'il allait connaître l'ascension sociale, maintenant je sais qu'il n'est plus possible. Il y a une remise en cause de la dignité, il y a une manque de dignité au travail, et maintenant les gens se disent qu'avec cette réforme, à tort ou à raison, ils n'auront même plus la dignité au moment où ils s'arrêteront de travailler. Le problème, c'est que le gouvernement paye toutes ces petites phrases, je croise dans une gare les Français qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, et c'est tout ça que paye le gouvernement. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans le camp des sachants et de prendre les autres pour des idiots. Et c'est ça qui est incroyable. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, on le voit également au sein de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai vu au cours du dernier quinquennat, mais même au cours de ce quinquennat, des amendements proposés à la fois par le Rassemblement national ou par la NUPES qui ne sont jamais considérés par la majorité. Parfois, la majorité reprend l'amendement pour que sur l'amendement, il y a renaissance dessus. Ce n'est plus possible de gouverner comme ça. Les Français n'en peuvent plus. Alors, Jacques Méhard. Juste une chose rapidement, parce qu'on est au cœur du débat et on ne sait pas ce qui va sortir tout à l'heure, je dirais, du vote. Ce qui est certain, c'est que moi, je constate, premièrement, pour répondre à Clément, j'ai vécu la dissolution, vous savez, avec Chirac, etc. Et donc, au début, je l'ai su après, le ministre de l'Intérieur avait dit, attention, je ne peux vous promettre qu'une faible majorité. On a perdu les élections et il y a eu une cohabitation. Donc, ne prenez pas pour acquis des sondages faits aujourd'hui. Très juste. S'il y a une dissolution, vous ne savez pas ce qui sortira. Je suis d'accord avec Jacques. Ce sondage est un peu prématuré dans le sens où il est réalisé avant l'acte qui serait le vote de la loi. Non, mais il est intéressant quand même. Bien sûr, je le souligne. Celui fait pour Sud Radio donner la même chose. Je ne dis pas que c'est pour apprendre pour argent comptant et que ça sera la réalité. Mais moi, j'ai dit à Éric Ciotti, et il le sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème d'agenda. Qu'il y ait la nécessité de travailler plus ou pas, on peut en parler à longueur de temps. Je rappelle que lorsqu'il y a eu la réforme de Sarkozy, il avait été proposé de 64 et il a décidé 62 pour commencer. Deuxièmement, il y manque, je le répète, dans cette réforme, des actions en faveur des classes moyennes qui ont été matraquées fiscalement par à la fois Hollande et par Macron. Et donc tout ça, malheureusement, ce projet a été mal fagoté. Oui, mais ça, on le dit depuis le départ, mais là, on en est au vote aujourd'hui. Donc, on verra. Et sur les conséquences, Frédéric Dabi, vous avez donc réalisé ce sondage, IFOP a réalisé ce sondage, les acteurs renforcés ou affaiblis par la séquence autour de la réforme des retraites. C'est un sondage bilan. Celle qui en sort renforcée, c'est Marine Le Pen. Celle qui n'a pas beaucoup parlé ou qui n'a pas été dans la zadisation de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est la seule le seul acteur politique qui a une majorité il sort renforcé avec 50%. C'est même majoritaire à la France Insoumise, chez les sympathisants socialistes, chez les sympathisants républicains. Et d'ailleurs, ce 50%, on trouve le duo des acteurs syndicaux, Philippe Martinez, Laurent Berger, et vient très loin
Jean-Luc Mélenchon. 72% des Français le jugent affaibli. Ça met à distance, ce n'est qu'un sondage, j'entends bien ce que dit Jacques, il a raison. Un sondage, c'est pas l'opinion, c'est un reflet de l'opinion, c'est une perception de la réalité. Mais je suis frappé de voir à quel point le couple exécutif est touché. 77% des Français considèrent que Madame Borne sort affaiblie. 79% Emmanuel Macron. 88. Sur 8 Français sur 10. Voilà, 8 Français sur 10. Et là, quand on a des tels chiffres, c'est majoritaire partout, y compris chez les sympathisants Renaissance. Et puis, on parlait de la droite. Éric Ciotti, terrible. Alors, Éric Ciotti soutient la réforme, 21%, il sort renforcé. Aurélien Pradier. Et il sort pas renforcé, 21% estime qu'il sort pas. 21, il sort renforcé, et donc 79, il sort affaibli. Et j'entends bien ce que dit Kevin sur la cohérence. C'est absolument capital. Aurélien Pradier est dans une logique de construction de sa notoriété. Très bien, mais elle se fait sur une ruine. Parce que quand on a eu un président, Sarkozy, qui a fait imposer une réforme à une majorité de Français. Les Français, en 2010, soutenaient à une petite majorité l'effort raisonnable de passer de 60 à 62 ans. Quand, en 2017, dans une campagne présidentielle où François Fillon échoue que de 600 000 voix pour le second tour, nous avons une retraite à 65 ans, Valérie Pécresse, la retraite à 65 ans, comment faire avaler un changement de pied si fort avec le rejet d'une réforme, quand bien même elle a été mal enrobée. Frédéric, Rebus sixtantibus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger par rapport à une période, il faut juger par rapport à la situation du pays aujourd'hui, mais la situation économique, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas, mais il y a un changement radical de la situation. C'est une erreur d'agenda, cette Alors, l'agenda, j'attends ce que vous dites. C'est pas possible. Sinon, on ne réforme jamais, parce qu'il y a 5 ans, pendant les attentats, on aurait dit non, le problème, c'est la sécurité. Puis, ensuite, il y avait les gilets jaunes. Non, le problème, c'est ça. À chaque fois, du coup, on ne fait rien, on attend, et puis on dit à quel moment l'éclaircie sera parfaite, à quel moment le soleil tapera, et à quel moment il y aura un ensemble de température et de pression qui sera parfaite pour une réforme. À un moment, il faut réformer. Qu'on dise que la communication n'ait pas été assez suffisante sur cette réforme, je le comprends. Que l'on puisse dire que le gouvernement n'a pas assez écouté les partenaires sociaux, on peut complètement l'admettre. Mais à un moment, le gouvernement, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de gouverner et de réformer. Après, on peut parler du fond de la réforme, là d'accord, mais de simplement dire il y a un problème d'agenda, c'est toujours un petit peu facile. Vous seriez un très mauvais gouvernant parce que vous je ne veux pas gouverner, c'est pas mon temps là. Je ne suis pas là pour gouverner. Il faut savoir à quel moment choisir son temps. Et je peux vous dire qu'on l'a vu dans le passé, lorsque Chirac a fait la dissolution, il n'avait pas effectivement bien apprécié que Jospin allait bénéficier d'une éclaircie économique. Et donc, ce que vous dites est malheureusement inexact. Alors, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec une question d'une auditrice qui dit est-ce qu'il pourrait dire, Emmanuel Macron, j'abandonne et je retravaille la réforme. Il est libre. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et on continue de commenter ce qui va se passer, on va commenter ce qui va se passer, on n'est pas Madame Irma, mais en tout cas les conséquences de ce vote sur la réforme des retraites. Et la question donc qui était posée, est-ce qu'il pourrait retirer cette réforme ? Ça me paraît un peu improbable, mais de la retravailler. Alors, même retravailler dans la dernière ligne droite, le jour du vote, ça paraît pas du tout, envisageable. C'est pas professionnel, alors même s'il y a la fierté d'être des amateurs, mais on se souvient du sens de la phrase d'Emmanuel Macron à l'époque, on lui a reproché de manière un peu injuste, mais je trouve que faire voter la loi, à minimum, c'est réembarquer le quinquennat dans une logique de réforme, même si, je le répète, il y aura de la rancœur chez les Français et les lendemains seront très difficiles. Il est vraiment trop tard pour être sûr. Alors, même si on se souvient, en 2006, le CPE est voté, presque prêt à être appliqué, et Chirac refuse de le promulguer. Donc, Jacques Chirac, refuse de le promulguer. Donc, soyons prudents. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que le quinquennat, aujourd'hui, se joue dans une logique de roulette russe, dans une logique de cliffhanger, comme on dit dans les séries. On est dans un tournant qui est un tournant rarement vu sous la Ve République. Je crois que ça va au-delà. Alors, allez-y, Jacques. Oui, ça va au-delà, Jacques, mais ça va déjà comme ça. Je crois que ça va au-delà, quoi qu'il arrive, que ce soit un 49-3 ou que ce soit un vote, parce qu'il y a suffisamment de députés pour le voter, à mon avis, derrière, il restera, je dirais,
une rancœur. Mais oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais alors, quelle est la Et ce n'est pas le quinquennat qui va pouvoir poursuivre des réformes. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que sur les histoires d'immigration, les LR sont vent debout contre. Donc, on est parti pour une continuité de crise et ça va continuer comme ça jusqu'à une éventuelle dissolution ou des prochaines élections. Non mais à écouter Jacques Millard, il ne faut jamais réformer, l'avenir qu'ils annoncent va être parfaitement sombre. Non mais à un moment donné... Non mais à un moment donné, il faut... Non mais il faut sortir. Dans ma ville, Bon, à un moment donné, il faut sortir. Et oh les Jacques, et oh la gauche. Il nous a fait du... Non mais à un moment donné, il faut sortir des postures politiques. Emmanuel Macron joue son entrée dans l'histoire. Il n'a pas envie, d'être un président de crise. Il a envie d'être un président réformateur. Et à un moment donné, il faut peut-être aussi rassurer un petit peu les marchés financiers. On est dans un pays où il y a 3 000 milliards d'euros de dette. À un moment, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus être le village d'Astérix recroquevillé sur nous-mêmes. Tous les pays européens ont réformé leur système des retraites. À l'étranger, on part à 66, 67 ans. Il n'y aurait que les Français qui partiraient à 62 ans. Donc à un moment, un peu de pragmatisme. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, il fait preuve de courage politique et heureusement qu'il ne cède pas. La démocratie ne se joue pas dans la rue, elle se joue au Parlement. C'est un aveuglement de l'ego. Bon, moi, je voudrais juste, on parle de rancœur, de ressentiment des Français, que ça va se traduire comment? Ce matin, Laurent Berger a dit que la mobilisation ne faiblirait pas. Il a dit on ne va pas continuer à manifester, à se retrouver à 15 dans la rue. Mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que certains disent on va passer à autre chose si la loi est votée? Oui, il y aura du ressentiment, mais Emmanuel Macron, il s'en fout un peu puisqu'il ne sera pas réélu. Clément? Ce qu'on peut voir, c'est que même si la réforme est mise en place, bien souvent, les répercussions se font sentir des mois et des semaines et des années après. On peut le voir par exemple sur la réforme de l'assurance chômage qui a été, elle, pour le coup, adoptée une première fois lors du premier quinquennat, sans vraiment d'opposition, sans vraiment qu'on en parle, mais avec un retour de boomerang qui a été extrêmement compliqué au mois de décembre dernier. Donc le président va vraisemblablement pouvoir appliquer sa réforme et puis à un moment, et puis vous le savez très bien Valérie parce que vous êtes une experte des médias et de l'actualité, tout passe, à un moment on passe à autre chose. Il y a un ensemble, il y a un agenda qui va s'ouvrir. Jacques Millard l'a dit, ils ne sont pas d'accord les LR, mais il va y avoir un sujet sur l'immigration. Il y a ensuite une grosse séquence sport qui va s'ouvrir notamment avec les JO sur l'année prochaine. Il y a la fin de vie, il y a un débat qui va être extrêmement tout à fait difficile sur la fin de vie. Donc tout va passer et en revanche, il y aura sans doute des répercussions sur les votes qu'il y aura aux élections présidentielles puisque Emmanuel Macron incarne une forme de centrisme droit et est-ce que le fait d'avoir fait passer cette réforme pourra affaiblir considérablement ce centre droit et on le verra aux prochaines élections présidentielles. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Clément. C'est vrai que les Français passeront à autre chose. On ne peut pas exclure un mouvement gilet jaune bis, pas sous la même forme, mais n'oublions pas que ce qui était au cœur de la mobilisation de novembre-décembre 2018, le sentiment que le travail payait mal et l'injustice, notamment sur la politique écologique, il y a des signaux faibles, ces zones à faible émission par rapport auxquelles même des maires de gauche, même des maires écologistes commencent à mettre la pédale là-dessus, sur le mode « Oula, qu'est-ce que ça va être dangereux d'exclure une partie des habitants des grands centres urbains, de la taxe carbone ». Mais d'un autre côté, cette réforme en termes d'opinion aura enraciné des critiques qui étaient fortes, mais qui sont maintenant structurelles, massives, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, la brutalité, l'absence d'écoute et l'injustice. N'oublions pas que l'injustice, on est en France, il y a une passion de la justice, des égalités dans le pays, et c'est vrai que, oui, on se souvient, ça se payera à la présidentielle, sans doute on verra des premières enquêtes qui vaudront ce qu'elles vaudront, mais clairement, et quand je vois notre balise Valérie du jour, Marine Le Pen est quand même mise en orbite, notamment auprès de deux catégories fondamentales, les salariés, la France du travail et ces 50-64 ans qui votent fortement et qui vont prendre en pleine figure, si je puis dire, la réforme des retraites. On rappelle. Oui, Jacques Millard. Juste un point pour répondre au jeune hussard Kevin, qui est prêt à foncer, y compris dans le mur. Il est clair, émission, il vient, ce qui va rester,
c'est le manque de crédibilité du gouvernement et du président de la République. Parce que c'est ça qui est en cause. C'est qu'il a fait tellement de tête à queue, n'est-ce pas? Que ce soit sur les retraites, que ce soit sur le parc nucléaire, sur toute une histoire. Il fait que des têtes à queue, il a perdu sa crédibilité. Or, lorsque un gouvernement, un président de la République perd sa crédibilité, eh bien, à mon avis, ça va se terminer d'une drôle de manière. Il y a une différence entre la crédibilité d'un président et la crédibilité d'un gouvernement. On parlait tout à l'heure sur le fait, et Frédéric Dabi a tout à fait raison, hein, il y a beaucoup de membres du gouvernement qui n'incarnent pas leurs fonctions. Mais quand on regarde le nombre de gouvernements qu'on n'a jamais connus, sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac, sous Pompidou, sous tout ce que vous voulez, sous Hollande. Honnêtement, vous saviez le nom de tous les membres du gouvernement. Non, mais là, on n'en connaît aucun. Oui, mais c'est pareil. Et à chaque fois, chaque gouvernement, mais moi, vous savez, j'étais conseiller ministériel dans l'ancien gouvernement, et à chaque fois, quand j'arrivais en déjeuner de famille, on me disait, je connais pas le gouvernement, mais le dernier, je connaissais tout le monde. Je dis, non, arrête de déconner. Tu connaissais pas le nom des ministres du gouvernement. Sous la gauche plurielle, sous Sarkozy, on en a quelques-uns, quelle tête de pont, mais là, pareil, on connaît 5-6 ministres, comme à chaque fois, et puis après, il y a là, c'est quand même dans un régime présidentiel. On n'est pas dans un régime parlementaire, on est dans un régime présidentiel. Et c'est Macron qui va effectivement emporter l'échec du président. Allez, on joue 49-3 ou vote? À suivre. Vote. Et vous, Jacques Méard? Oui, vote. Non, je ne vais pas me vautrer dans un échec pareil. Personne ne nous en voudra. Il n'y a pas de bout dans le studio, allez, mon cher Jacques. On verra, ce sera à suivre. À bientôt. Merci Jacques Méard. Et voilà, et arrivé la prochaine émission, on pourrait la délocaliser. Oui, on reviendra à Maison Lafitte chez vous, Jacques Méard, la prochaine fois. Et dans un instant, l'émission média avec Élise Lucet à suivre. À tout de suite. Oula, elle fait peur.